Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle webconférence Secret Planet. Aujourd'hui, nous partons pour le Népal, accompagné de David Ducoing, qu'on ne présente plus, et qui est en charge de toute l'Asie himalayenne pour Tamera, ainsi que de l'Amérique latine. Avant de passer la parole à David, je vous rappelle que la prochaine webconférence aura lieu le mercredi 26 juin, et ça sera un petit peu particulier. Ce sera sur les terres polaires avec notre ami Dixie Dancercourt qui guide toutes nos expéditions sur le pôle Nord et l'Antarctique. Et on le fera en 2 étapes. Première étape pour les francophones, deuxième étape pour les anglophones, mais on aura l'occasion de vous en reparler. Sans plus attendre, donc je passe la parole à David qui va vous présenter un voyage assez ambitieux, assez audacieux, qui est la traversée du Népal d'ouest en est dans son intégralité, qui à ce jour a jamais été faite commercialement. Et voilà, je te passe la parole et puis n'hésitez pas donc à vous poser les questions via l'onglet questions. Bonsoir David. Bonsoir Damien, merci à toi. Alors, oui, on va parler du Népal, de la grande traversée du Népal. Donc, c'est un pays qui fait presque la moitié de l'Himalaya et qui est très large. Donc, cette grande traversée du Népal est née il y a quelques années. C'était un projet d'une ONG pour développer des itinéraires moins empruntés et essayer de développer un peu le pays, puisqu'on a tendance à faire un peu les itinéraires classiques, donc une dizaine d'itinéraires qui tournent, et puis d'autres régions du Népal aimeraient eux aussi voir quelques étrangers pouvoir vivre, avoir une activité économique. Donc à la base, ça a été fait comme ça. On l'appelle la Great Himalayan Trail. On peut la faire dans les deux sens, dans le sens ouest-est et est-ouest. Elle a été beaucoup faite dans le sens est-ouest, donc en partant du Sikkim, du Kanchenjunga pour aller vers Simikot, mais là, il faut y aller en courant un petit peu. Donc, certains trailers l'ont fait. Si on veut y aller en marchant, on a besoin de 3-4 mois de voyage. Et dans ce cas-là, il faut un peu jongler avec les saisons. Donc, c'est un itinéraire qui n'est pas facile à mettre en place, puisqu'on part au mois de juillet pour arriver en décembre. Si on arrive trop tard, les premières neiges arrivent et bloquent l'école. Si on part trop tôt, on part pendant la mousson. Voilà, pour vous dire que c'est pas simple et que pour le faire en marchant, du coup, il est préférable de partir de Simikot pour aller vers le Kanchenjunga et vers le Sikkim. Donc, c'est ce qu'on a choisi. Alors, dans les grandes lignes, on a revisité un peu cette Great Himalayan Trail parce que la Great Himalayan Trail telle qu'elle a été conçue et créée par cette ONG ou par certains qui ont pu écrire des livres dessus, prennent des itinéraires un peu moins classiques comme Simikot ou Lakrara par exemple, et puis après vont faire des jonctions sur des itinéraires plus classiques comme les Annapurna et le Torong Pass. Nous, on a voulu essayer d'éviter ces tronçons classiques, entre guillemets, donc le Torong Pass, puisqu'on s'est imaginé que des personnes qui veulent aller sur un voyage de cette ambition avaient déjà peut-être été dans les parties classiques, et en plus allaient se retrouver un peu bizarrement au milieu de dizaines, voire de centaines de personnes qui faisaient leur marche classique, et ça allait leur faire drôle. Donc du coup, on a conçu, on a revisité un peu l'itinéraire qui a été fait pour concevoir des étapes un peu plus originales. Et en fait, il y a 2 itinéraires de cette grande traversée. Il y a ce qu'on appelle la Lower Himalayan Trail, donc celle du bas, qui passe pas par les hauts cols, qui est très intéressante. Donc celle-là, on ne l'a pas proposée. Peut-être qu'on la proposera un jour, pourquoi pas, c'est une idée. Mais elle passe par des vallées qui sont très peu visitées, par beaucoup de villages. Donc on ne passe pas par les hauts cols himalayens, parce que donc celle qu'on a choisie, c'est celle des hauts cols, donc la Upper Himalayan Trail. Donc il y a beaucoup d'enjeux avec ces cols, il y a beaucoup d'itinéraires très très compliqués et peu fréquentés. Et c'est vrai qu'elle est ambitieuse, mais elle est absolument magnifique. Donc, ce voyage a gagné le Trek de l'année par le concours de Trek Magazine. On a cette fois-ci, pour l'instant, 5 personnes qui vont le faire dans la totalité. Donc, je dis un petit mot à ces 5 personnes. Je crois qu'il y en a certains qui sont présents ce soir et certains qui sont sur les étapes. On aura une réunion d'information
dans 2 jours, le 14 juin, pour tout ce qui est aspect technique, aspect logistique, pour toutes les questions que vous avez. Donc là, ce soir, c'est plutôt une présentation des étapes pour les personnes qui sont intéressées, mais pour toutes celles qui sont inscrites sur les étapes et sur la grande traversée, dans 2 jours, on va tous se réunir de la même manière via un webinaire pour mettre à plat toutes les questions qui peuvent intéresser tout le monde. Donc voilà, et puis à chaque étape, on a des personnes qui sont inscrites sur certaines des étapes. Donc voilà, on peut commencer éventuellement à dérouler. Alors quoi dire d'autre sur son entièreté? Donc là, voilà. Donc les étapes. Alors, si je tiens à préciser avant tout que on a été aidé par certaines personnes pour faire cette grande traversée. Et en particulier, je tiens à remercier Laurent Boiveau, dont on voit des images en ce moment qui défilent, qui sont les siennes. Laurent Boiveau qui a écrit plusieurs livres sur le Sahara, sur l'Himalaya et aussi sur cette grande traversée qu'il a effectuée il y a quelques années dans son intégralité. Et donc, il nous a énormément aidé à concevoir les étapes et à voir tous les enjeux. C'est lui aussi qui va accompagner certaines étapes, comme la grande traversée du Dolpo, comme la partie roll walling, et puis c'est plus de la moitié des étapes, hein, donc le Dolpo, le Tillman Pass, le Tachi Lapsa, l'Everest et le Sherpa Nicole. Donc voilà, il y a plusieurs étapes. Hein. Donc la première, les images défilent, mais on va parler des étapes comme ça en laissant un peu défiler les images. Donc on a divisé cette grande traversée en 10 étapes. La première dure 15 jours de Paris à Paris. Elle part de Simicot et elle va jusqu'au lac Rara. Donc c'est un itinéraire qui permet de visiter une région peu fréquentée, qui est l'ouest, le Far West, on l'appelle le Far West du Népal, donc entre Simicot et le lac Rara. Il y a peu de haut col, donc c'est un itinéraire plutôt court, qui n'a pas trop d'enjeux d'altitude. Donc pour ceux qui ont un niveau, on va dire, modéré, et qui ont envie de voir une région peu visitée, c'est une bonne occasion parce que c'est un voyage qui est rarement confirmé en fait. L'intérêt aussi de cette grande traversée du Népal, c'est qu'on peut confirmer 10 étapes sans se poser de questions et on peut aller voir ces itinéraires qui d'habitude partent tous les 2 ans, voire jamais, ou tous les 3 ans. Donc voilà, ça permet d'aller voir cette première étape de Simicot au lac Rara. La deuxième étape du lac Rara à l'Omantang, donc du lac Rara au Mustang en passant par le Haut-Dolpo, elle est très ambitieuse. Elle est partie l'année dernière avec justement un voyage lecteur Trek Magazine. Vous pourrez lire le compte-rendu de Jean-Marc Porte, le journaliste reporter qui était invité. Et c'est aussi Laurent qui l'accompagnait. Donc l'année dernière, on a eu pas mal de difficultés. Et puis cette année, on espère que ce sera un petit peu plus facile et qu'on arrivera cette fois-ci jusqu'à l'Omantang. Donc, les grands enjeux de cette deuxième étape, c'est de partir du lac Rara, de passer par les gorges de Mougou, éventuellement, si on a le temps, de faire un détour par le village de Mougou, qui est un village tibétain du bout du monde. Après, de passer des cols, de traverser le Haut-Dolpo en voyant les villages principaux, et puis d'arriver à l'Omantang, donc d'arriver directement dans le Haut-Mustang, au lieu d'arriver à Johnson, et puis de faire un sommet, pour ceux qui le veulent, à 6000 mètres, la Raniko-Chuli, juste avant d'arriver à l'Omantang. Donc c'est une étape absolument magnifique qui se fait en été, puisque Dolpo-Mustang, on peut y aller en été, et la mousson ne passe pas. La troisième étape, c'est l'étape du Mustang et de l'Annapurna. Donc on part de l'Omantang, donc ceux qui veulent arriver sur cette étape-là montent en voiture quasiment jusqu'à l'Omantang, puisqu'il y a une piste maintenant qui permet d'y arriver. Et puis on passe par les hauts cols, par le Terila, par les villages de Nar, Fou. Donc on traverse le Mustang, on arrive sur la zone des Annapurna, mais au lieu d'être sur le Torung Pass, qui est un peu l'autoroute des Annapurna, on passe par le Terila, par un col peu fréquenté, on passe par les villages tibétains de Nar et de Fou, qui sont absolument magnifiques. Donc en soi-même, c'est un itinéraire absolument exceptionnel qui vaut vraiment le coup. Il y avait une option de passer, pour ceux qui connaissent, par le Saredung Peak, mais on a voulu justement réduire un peu le côté alpinisme et altitude, parce qu'il y en a déjà assez dans cette grande traversée.
Donc, on arrive au pied des Annapurna, on arrive près de Manang, là, on descend après Manang vers Dharapani. Et la quatrième étape, c'est le tour du Manaslu à l'envers, qui enchaîne avec le Ganesh Himal. Donc, le tour du Manaslu fait partie des classiques peu fréquentés, on va l'appeler comme ça. Le fait de le faire à l'envers, c'est assez sympathique. Ça permet d'avoir une vision un peu différente de l'itinéraire. Donc, on passe le Larkié-Pass, mais on est totalement acclimaté. Pourquoi on le fait dans l'autre sens? C'est pour une question d'acclimatation. Pour les personnes de la Grande Traversée, donc il y a déjà une très bonne acclimatation qui est faite. Il n'y aura pas de souci pour tous les voyages d'altitude, puisque les 15 premiers jours aux 3 premières semaines permettent d'être bien acclimatés. Donc on passe le Larkié-Pass, on descend la Boudigandaki, et puis après on enchaîne sur la région du Ganesh. Donc la région du Ganesh Himal est peu visitée, ça sera sous tente cette fois-ci. Évidemment, le reste du Manaslu, ça sera en lodge. Donc on alterne dans cette grande traversée du Népal entre des camps sous tente et puis des lodges. Donc là, ça permet de se refaire une petite santé quand on est en lodge, de prendre une douche de temps en temps. Et puis après, on enchaîne sur le Ganesh avec cette fois-ci en étant sous tente. Donc, on va, après la région du Ganesh, on va dans le Langtang en passant le Tilman Pass. Donc ça, c'est un itinéraire qui a très peu été fait. On a fait des repérages là assez récemment, mais c'est un itinéraire assez ambitieux. Le Tilman Pass, donc de l'explorateur Tilman qui est passé par là, est pas évident à franchir et peu fréquenté. Donc ça, c'est une superbe étape. D'ailleurs, on s'y trompe pas parce qu'il y a des gens qui se sont déjà inscrits sur cette étape-là parce qu'elle est absolument rare. Celle d'après aussi, donc celle d'après, c'est du Rolwaling au Khumbu via le Tashilapsa. Donc on enchaîne le Tilman Pass avec un autre itinéraire du Tashilapsa assez ambitieux pour arriver dans la région du Khumbu. Donc on enchaîne 2 gros voyages avec 2 hauts cols sous tente qui seront accompagnés par Laurent Boiveau, notre expert, et puis on arrive dans la région du Khumbu. Alors là, ça va être un petit peu le repos total, entre guillemets, puisqu'on sera en lodge plutôt confortable. On va faire un classique qui est l'Everest par les hauts cols. Donc, tant qu'à faire, quand même, on passe le Chola, le Range Pass, on arrive au Kalapatar, on redescend au pied on redescend vers Chukun. Et puis là, on est au pied du Sherpani Col, en fait. On les appelle les 3 cols, East Col, West Col et Sherpani. En fait, là, on arrive sur une des étapes, je pense l'étape la plus compliquée, la plus ambitieuse de ce projet, puisqu'on passe par un col à 6000 mètres, on passe une nuit à 6000 mètres. Il faut que la météo soit bonne. Il faut faire un peu une certaine technique d'alpinisme. Et donc, voilà, c'est cette étape très ambitieuse qui nous permet d'arriver dans la région du Makalu. Alors, la région du Makalu qui est absolument superbe. On a aussi des personnes qui sont inscrites pour cette boucle du Makalu qui permet d'aller au camp de base du Makalu en montant par la Shipton Trail. Donc, on a parlé de Tilman tout à l'heure, mais il y a Eric Shipton aussi, qui est un des grands explorateurs de l'Himalaya, un des grands alpinismes. Donc, ça permet de faire un petit tour dans l'histoire de ce pays. Et on arrive sur le Makalu, au camp de base du Makalu, qui est absolument magnifique. On a un magnifique belvédère aussi, le Makalu Patar, on l'appelait comme ça, qui permet d'avoir une très très belle vision sur les sommets à 8000 que sont l'Everest, le Lhotse, le Makalu, voire le Kanch peut-être. Et puis après, on enchaîne la région du Makalu. Alors, pour aller de cette région du Makalu, on va vers la vallée d'Arun, par le Poptila, la frontière tibétaine. Donc, c'est un voyage, pareil, qui part pas souvent, qui est assez difficile, qui est assez sauvage. Donc, il y a une partie très sauvage. On est sous tente, évidemment. Après, il y a la vallée d'Arun, qui sont des villages peu visités avec des ethnies Rai et Limbu. Donc, ce voyage, ça, c'est une étape absolument formidable. C'est peut-être un des plus beaux. Donc, les 2 dernières étapes, on finit vraiment en beauté dans des endroits peu fréquentés. On arrive après avoir passé le Lumba Sumba, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a fait parler de lui depuis les 4-5 ans, on en parle, qui est un magnifique col avec des villages tibétains vraiment du bout du monde.
Donc ce Lumba Sumba nous permet de faire la jonction avec la dernière étape et la 10e, qui est le Kanchenjunga. Donc là, on arrive au pied de cette montagne qui fait frontière avec le Sikkim, avec l'Inde, à plus de 8000 mètres. Et on finit en beauté au pied du Kanchenjunga. On va voir les 2 camps de base avant de redescendre et de rentrer à Katmandou. Donc on va toucher la frontière pour terminer ce voyage qui dure 146 jours. Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux, comme vous pouvez l'imaginer, de logistique, de tenir un programme, d'avoir des équipes qui soient vraiment calées sur cet itinéraire, parce que même pour les Népalais, ça reste un voyage très très compliqué, et même pour un guide de trekking qui d'habitude enchaîne le Manaslu avec l'Everest et les Annapurna, c'est difficile de trouver des équipes qui soient calées, qui connaissent ces itinéraires. Voilà. Donc peut-être il y a des questions déjà qui ont commencé. Alors oui, carte. Thibaut a mis dans le chat, vous avez le lien vers le voyage de la grande traversée. Bon, ça sera à mon avis beaucoup plus net pour vous, donc vous pourrez aller le voir. Et pareil, dans un souci un peu de temps, parce qu'il était compliqué de faire de montrer une dizaine d'étapes avec les photos, on en a privilégié 4. On en mettra 6 autres sur la chaîne YouTube, et on vous donnera les liens pour aller visionner ces 10 étapes. Voilà, comme ça sera beaucoup plus clair. Vous aurez un bon début, une bonne qualité au niveau des photos. Passons aux questions, effectivement, parce qu'il y en a pas mal ce soir. Alors, une des premières, c'était la possibilité éventuellement, est-ce qu'il est possible sur une étape de faire un sommet? Alors oui, tout à fait. Ça, c'est une très bonne question. Alors non seulement il est possible, mais bon, on a, comme je vous le disais, le passage obligé déjà des 6000 mètres au niveau du Sherpani. On a, je n'ai même pas compté le nombre de cols, mais plus d'une vingtaine de cols, ça c'est sûr, à plus de 5000 mètres, donc certains à 5005, 5008. Dans les sommets qu'on peut faire, il y a l'Aranico qui est au Dolpo, bon, essentiellement celui-là. Et après, c'est vrai qu'on a quand même, pour l'instant, évité de s'éparpiller, puisque notre gros, pendant la fabrication, on a mis des mois et des mois avec des fichiers Excel assez incroyables pour pouvoir faire toutes ces étapes, tous ces itinéraires, pour pouvoir calculer les dates de départ, voir la possibilité. Et en fait, notre gros souci, c'était de raccourcir, parce que on allongeait, on n'a pas arrêté d'allonger, on était à 160 jours à un moment, et on s'est dit qu'il fallait essayer de réduire. Donc finalement, on n'aura pas trop le temps d'aller batifoler, parce que c'est déjà 146 jours. Il y a l'Aranico qui est à 6000 mètres, il y a le passage du West Col qui est à 6000 mètres, avec une nuit à 6000 mètres. Et après, beaucoup de cols qui nous permettront d'avoir des vues absolument superbes. Et puis, j'imagine aussi que l'esprit de cette grande traversée, au final, n'est pas justement le même que de faire un sommet. Faire la traversée en soi est quelque part un peu le défi, si on peut dire. La traversée en soi, faire cette traversée, bon, ça, je reprends un peu une réflexion sur les pèlerinages. Est-ce que c'est le but qui est important ou le chemin? Ou le chemin, voilà. Donc là, le cheminement est très important. C'est ce que je voulais dire. Le but n'est pas d'aller faire quelque chose de… Et on fait beaucoup plus, c'est beaucoup plus qu'un sommet. Voilà. C'est plus compliqué, cette traversée est plus compliquée à organiser qu'un sommet à 7 ou 8000 mètres. On propose, j'en profite pour vous dire qu'on propose actuellement l'ascension de l'Everest, qui est le plus haut sommet du monde, avec un départ au printemps prochain, guidé par Bernard Miner. On propose aussi le Manaslu, à 8000 mètres, avec comme chef d'expédition Paulo Grobel au printemps prochain. Thibaut pourra peut-être mettre les liens également. On propose ces expéditions qui sont des véritables expéditions à 8000 mètres, mais il est plus facile d'organiser ces expéditions, là je parle d'organisation, pas de niveau physique, que la grande traversée du Népal, qui a beaucoup d'enjeux qui sont très, très complexes à décortiquer en fait. Alors s'il te plaît David, peux-tu rassurer, parce qu'il y a plusieurs questions qui tournent autour de ça, oui. Peux-tu rassurer les gens? Est-ce qu'on va faire cette grande traversée dans les années à venir et notamment l'année prochaine? Parce que certains se disent, mince, je vais peut-être rater le coche, on va partir cette année. Alors, je vous rassure, l'année prochaine, ce voyage est confirmé. D'ailleurs, je vois qu'il y a un participant, Patrick, qui est connecté, oui. Qui en fera partie. Bonsoir Patrick. Certains sont connectés aussi, font partie de cette première année, là. Certains de la deuxième. J'ai vu que certains étaient connectés aussi et sont programmés sur des étapes. Est-ce que tu penses qu'au niveau
les dates, on va grosso modo partir sur Oui. celle de cette année, hein, en gros, pour répondre à Isabelle. Les dates qui s'inquiète pour l'année prochaine. les dates sont en ligne. Toutes les dates sont en ligne. Hein. Vous l'avez dans cette landing page de la traversée et dans chaque étape aussi. Hein. Donc, tout est déjà calé en termes de dates. Voilà, Isabelle, je ne sais pas si vous voyez dans le chat, hein, dans le fil du chat, Thibaut a mis le lien vers la grande traversée. Donc, vous avez déjà dans l'onglet date, vous avez la date de 2020. Voilà. Après, il est possible qu'il y ait évidemment des changements parce que cette première va quand même nous apporter énormément de choses et peut-être que suite à ce premier voyage, nous allons transformer quelques étapes pour l'améliorer. Voilà. Après, on peut les rappeler, hein, c'est du 20 juillet, donc 2019 ou 2020, au 12 décembre 2019 ou 2020. Alors après, il y avait une autre question plutôt niveau conditions physiques, parce que voilà, certains s'interrogent sur l'engagement, le niveau d'engagement. Alors je ne sais pas si on parle de la totalité, c'est là où tu as rappelé qu'on pouvait faire la totalité ou certaines étapes. Alors, pour certaines étapes, en commençant par les étapes, ça va de la première étape qui est Simicot-Lacrara avec un niveau vraiment modéré, avec pas d'altitude, enfin les altitudes à moins de 5000 mètres, donc vraiment un voyage quand même assez accessible. Et après, il y a tous les niveaux, jusqu'au niveau le plus difficile, qui va être l'étape du West Col, East Col, Sherpani, en partant de l'Everest pour aller vers le Makalu. Donc, cette étape est très engagée. Donc, il y a tous les niveaux sur chaque étape, sur certaines étapes. Et puis, après, pour la grande traversée, alors, au niveau physique, oui, mais je pense que c'est surtout le niveau psychologique. Et là, effectivement, on devrait mettre trois petits cerveaux pour le niveau d'engagement, quoi. Le niveau d'engagement, tenir moral sur la durée, l'engagement moral. On n'est pas maître de la météo. Il y a beaucoup d'impondérables. Juste déjà, dans une des étapes, c'est déjà un vrai voyage d'aventure avec un grand A. On peut citer, c'est le Dolpo, non, c'est ça? Par exemple, hein, mais il y aura le Tillman, il y aura le Sherpani, enfin il y aura tous ces voyages qui sont déjà des grands voyages d'aventure en eux-mêmes. Donc enchaîner 10 voyages comme ça, c'est le niveau psychologique qui est important. Donc là, il faut être bien dans sa tête, il faut être social, prêt à partager beaucoup de choses et puis à enchaîner. Après, il y a un niveau technique aussi qu'il faut avoir, c'est-à-dire qu'il faut avoir des notions d'alpinisme puisque certains cols comme le Sherpani, le Tachilapsa, le Tillman peuvent demander à utiliser des crampons être encordés et puis utiliser quelques techniques d'alpinisme. Donc là, c'est bien d'avoir des notions et au minimum d'avoir fait un stage avant. Alors après, le niveau physique, excuse-moi, mais après le niveau physique, c'est de l'endurance. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui sait marcher, qui a déjà marché peut-être 20 jours consécutifs et sait qu'il peut tenir dans la durée, il n'y a pas besoin d'être finalement un grand sportif parce qu'on aura l'acclimatation, on aura une superbe acclimatation. Alors justement, tu parles d'acclimatation, mais Micheline rebondissait un peu sur ce qu'on disait. Bon, il y a le niveau, on va dire, un peu moral, le niveau physique, mais quelque part, il y a aussi un impondérable qui est l'altitude. Alors comment on peut juger si on est apte ou pas, et est-ce qu'il y a justement toute la sécurité qui est mise autour et de l'altitude et notamment l'acclimatation? Alors, oui, pour l'acclimatation, nous avons ces 15 premiers jours qui sont à moins de 5000 mètres, qui permettent en 15 jours déjà d'avoir une acclimatation parfaite, puisqu'au bout de 3 semaines, nos globules rouges ont fait le travail pour fixer un peu plus d'oxygène dans le sang. Et quand on arrive sur la zone du Dolpo avec les premiers cols à 5000 mètres, on a cette acclimatation. Donc, normalement, sur ce voyage, tout se passe bien. Une fois qu'on a l'acclimatation, on la garde pour tout le voyage. Donc, je dirais que pour ceux qui enchaînent toutes les étapes de cette grande traversée, il n'y a pas trop d'enjeux. Après, pour ceux qui vont sur certaines étapes, évidemment, il y a un itinéraire d'approche où ils viennent, le nombre de personnes qui rejoignent le groupe viennent et pendant plusieurs jours s'acclimatent sur l'itinéraire avant de rejoindre la caravane de la grande traversée. Alors tu le citais aussi, je vois que Patrick en parle, il y a aussi pourquoi pas les stages de l'école de l'aventure, hein, donc qu'on a initié maintenant depuis un petit peu plus de 2 ans avec notamment Bernard Muller autour de l'alpinisme, et c'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant pour certaines étapes, au moins avoir des bases. Tout à fait. Mon conseil, c'est vraiment au minimum soit d'avoir une expérience d'alpinisme, de technique d'alpinisme, soit de faire un stage comme on en propose avec Bernard Muller, mais de faire un stage dans les Alpes pour avoir déjà chaussé des crampons dans sa vie, mis un baudrier et être au bout d'une corde.
c'est pas très difficile hein. Pendant le voyage, on n'est pas sur quelque chose de technique, mais c'est bien de l'avoir été, puisque quand on est en situation, des fois, bon, on n'a pas trop le temps de s'organiser et d'apprendre finalement. Thibaut, tu peux peut-être nous mettre le lien justement de l'école de l'aventure. Et du coup, bon, ça c'est très bien. Après, on a Ifremont aussi, qui est un outil magnifique, hein, l'Institut de formation et de recherche de médecine de montagne. Donc, on a ce partenariat avec Ifremont qui permet de joindre un médecin spécialiste et urgentiste en montagne. Donc, si on a le moindre souci pendant ce voyage, on a des outils de communication que sont le téléphone satellite. On a aussi évidemment un caisson hyperbare pour l'altitude, hein, donc on a prévu tout ça. Et effectivement, si pendant le voyage, on se pose des questions parce qu'on a un problème de santé qui pourrait mettre en péril la fin du voyage, on peut appeler un médecin de l'Ifremont, lui demander son avis et avoir un conseil avisé. Et quelles étapes sont les plus portées justement sur l'alpinisme et en quelque sorte, quelles sont les plus engagées? Alors, les étapes les plus engagées, vraiment l'étape la plus engagée, c'est celle qu'on appelle l'étape du Sherpani, hein, donc entre l'Everest et le Makalu, avec une nuit à 6000 mètres, avec un peu de technique d'alpinisme aussi. Celle-là, c'est la plus engagée. Après, on a le Dolpo, où on passe beaucoup de cols et on a la possibilité d'aller, et étonnamment, sur ce 6000 mètres, qui n'a pas besoin, le 6000 mètres du Dolpo et du Mustang, on n'a pas besoin de crampons, ni de piolets, ni rien du tout. Donc, on y va tranquillement en chaussures et de montagne. Et puis, on a ces deux étapes aussi, du Tillman Pass et du Tachilapsa, où il y a encore une part d'inconnu et puis un peu d'alpinisme, un petit mélange de beaucoup de choses. On dirait un trek un peu à l'ancienne comme on faisait il y a 20 ans au Népal. Vraiment aventure. Vraiment aventure avec une équipe. Et justement, donc, on parlait tout à l'heure donc bon, mine de rien, on part quand même en juillet. Pour ceux qui font la totalité, on arrive en décembre. Quid de la météo? À quelle température on doit s'attendre? Est-ce qu'on doit ça jour-nuit? Et puis surtout une question qui a été posée et qui me semble assez pertinente. Comment on s'organise si jamais on a une météo qui est assez compliquée sur une étape? Est-ce que ça va pas tout décaler le reste? Voilà, on est exactement dans le degré de complexité de cette grande traversée, tout à fait. Donc, quand partir, quelle météo? On part en juillet-août, donc pendant la mousson au Népal, pour faire. Donc là, on essaie de faire ces étapes que sont le Dolpo et le Mustang, puisque le Dolpo peut être nuageux, il peut y avoir quelques petites pluies, mais ce sont pas des pluies de mousson. Au Mustang, là, on voit que c'est totalement désertique, donc on est plutôt, même pendant la mousson, en période sèche. On arrive sur le Manaslu, effectivement, cette étape du Manaslu à l'envers et du Ganesh est un peu limite en météo, donc là, on peut avoir certaines difficultés. Il peut y avoir des sangsues, par exemple, peut-être, hein, sur certains passages, donc ça dure quelques jours. Et puis après, on arrive sur la bonne saison, tout septembre, octobre, novembre, là, tout l'automne, pour les passages un peu compliqués de type Langtang, Rolwaling, Khumbu. Et puis le tout début d'hiver, on arrive sur le Kanchenjunga et là, sur la dernière étape, il n'y a pas de col à plus de 5000 mètres. Les seuls cols qu'on a sont à 4300 mètres. Donc ça permet en fin novembre, début décembre, d'avoir cette dernière étape. Et même s'il y a eu un peu de neige, bon, on sait qu'on peut finir. Alors bon, donc en termes de météo, il peut faire très beau, très chaud, il peut faire très froid, donc quand je dis très froid, moins 20 degrés. Il peut pleuvoir sur certaines étapes. Donc, on peut avoir toutes les météos. Il faut être vraiment prêt à tout. C'est vraiment une véritable aventure. Et du coup, question hébergement. Alors, est-ce qu'on est tout le temps sous tente? Alors, presque, mais on a quelques passages en lodge. Donc, pas grand-chose finalement, pas grand-chose. Ça va être au Mustang. On arrive à Lomantang, là ça sera le premier lodge, première douche après déjà avoir fait 2 étapes, on sera bien content de se requinquer. Après, on a la partie Manaslu où on sera en lodge. Et puis après, on a la partie Everest où on est en lodge. Donc, ça permet d'avoir quand même toutes les 2-3 étapes, quelques lodges. Et sinon, la plupart du temps, on est en tente avec une équipe cuisine, avec des assistants. Et d'ailleurs, c'est mieux parce qu'on mange très bien quand on est sous tente. On a des repas qui sont très variés avec un cuisinier. Pour ceux qui ont l'expérience des lodges et des voyages sous tente au Népal, je vous conseille vraiment les voyages sous tente. Les cuisiniers font des miracles, vraiment. Voilà, je ne sais pas si ça répond à Hervé qui nous posait justement
une question plutôt axée justement sur la nourriture parce que il faut de l'énergie, il faut nourrir. Il me demandait s'il y avait une réflexion par rapport à ce sujet. Bon, bah voilà, je pense que tout est fait quand même pour. Oui, tout est fait pour. Donc, on est sous tente, mais on mange bien. Et puis, quand on est en lodge, on en est un peu en dur. Ça permet de faire sécher quelques affaires s'il y a besoin, de prendre une douche, de recharger des batteries. Donc, vous avez vu, il y a l'enjeu aussi de l'autonomie. Si on prend du retard sur une étape, on rattrape sur une autre. Le but est d'avoir dans chaque étape toujours des ficelles, des créneaux qui nous permettent par exemple, d'arriver à un autre endroit, d'avoir des plans B. Donc, on a dû réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qu'on fait si on a trop de retard sur une étape? On a aussi des journées de sécurité entre chaque étape qui nous permet aussi de rattraper. D'accord. Alors, sans transition, mais tu donnes de bons mots-clés. Tu parles de ficelle et d'autonomie. Et du coup, on te pose la question, parce qu'on sait que tu es un très bon photographe, au niveau de l'autonomie justement électrique. Je pense à ceux qui font des photos. Est-ce que tu as un petit secret? Est-ce que tu as quelques préconisations ou recommandations plutôt à donner à ceux qui vont partir ou à ceux qui voudraient faire le voyage? Oui, alors bon, c'est vrai qu'il vaut mieux être autonome pour ce voyage parce qu'on peut rester peut-être un mois parfois, grand maximum, mais on peut rester un mois sans avoir une prise de courant. Donc ça veut dire soit prendre des batteries ou soit un panneau solaire, ce qui peut être vraiment une bonne idée. Par contre, sur ce genre, pour ceux qui veulent faire la totalité ou enchaîner 2 ou 3 étapes, parce qu'on peut prendre une étape, mais on peut juste s'amuser à enchaîner 3 étapes ou 3 étapes une année, 3 étapes l'autre année, puisqu'on le fait partir sur plusieurs années aussi. Voilà, c'est ça. Donc bon, il y a toutes ces possibilités-là. Mais je conseillerais de ne pas avoir de matériel photo trop lourd. Maintenant, en termes de photos, on fait des très bons boîtiers qui ne sont pas forcément des réflexes, qui sont des hybrides, qui fonctionnent très bien. Donc déjà, prendre léger, prendre des appareils photo qui consomment peu, qui sont débrayables, et le plus léger possible. Il ne faut pas s'embêter parce qu'on va le sentir pendant 4 mois. À chaque décision que vous aurez prise avant le départ, vous allez soit en profiter, soit la payer après pendant longtemps. Alors évidemment, j'en profite aussi pour dire qu'à chaque étape, les participants qui enchaînent peuvent se faire amener des choses. Ça peut être des batteries tampons, ça peut être un peu d'argent, ça peut être un duvet de l'équipement d'alpinisme. Et à chaque étape, comme on a des participants qui rejoignent l'étape, on a des changements d'équipe. Ça ne sera pas le même cuisinier, les mêmes porteurs, vous imaginez bien, sur toute la durée. Donc, on aura ces moyens de ravitaillement et d'apporter pour ceux qui enchaînent certaines choses dont ils ont besoin. Alors, j'anticipe peut-être une question, mais là, je suppose que là aussi, tu as un de tes secrets. Bon, la frustration peut être énorme si jamais on grille une carte SD ou quelque chose. Est-ce que tu as un moyen de sauvegarder ou de mettre de côté les photos qui ont été faites dès le début pour essayer de sauvegarder un minimum si jamais il y a une perte? Alors, il y a des moyens. Il y a des disques durs. Comment on les appelle? Je ne me rappelle plus, je pourrais vous mettre le lien si vous me faites penser dans un mail, on vous donnera. Hein. Bien sûr. Mais il existe des disques durs qui sont ce qu'on appelle des videurs de cartes, des déchargeurs de cartes, qui sont des disques durs autonomes avec un petit écran, avec des batteries. D'accord. Et on peut mettre sa carte et on la décharge dans le disque dur qui va la sauvegarder. Alors, ça peut être bien, mais ça veut dire qu'encore une fois, il y a autonomie de batterie. Par expérience, les batteries durent longtemps. On peut avoir des batteries de rechange et on sait que ça va durer pendant les 30 premiers jours et s'organiser après. Mais l'idée, c'est toujours décharger sur 2 disques durs parce qu'il y en a un, comme tout disque dur, qui peut lâcher. Donc, chaque carte qu'on décharge sur un disque, on la décharge sur un deuxième disque pour utiliser à nouveau après la carte. D'accord. Maintenant, je trouve qu'on fait quand même des cartes de 128 Go. Oui, voilà, qui permettent. Donc, par expérience, des cartes assez importantes. On peut en avoir plusieurs. Les cartes, ça n'a pas de poids. Enfin, c'est pas très lourd. Donc, ça vaut vraiment le coup d'avoir assez de cartes. Par expérience aussi, on ne va pas prendre tant de photos que ça. Il y aura des passages où on prendra des photos. Mais moi, pendant un trek, je prends 2 à 3 fois moins de photos que pendant un voyage normal. Bien sûr. Alors, du coup, là, il y a encore deux, trois bonnes questions. Question du portage. Donc, est-ce que c'est toujours des porteurs ou est-ce qu'il y a des étapes où c'est des animaux de bas? Alors,
En portage, le Népal, traditionnellement, a une culture du portage avec des porteurs. Donc, principalement, ça sera des porteurs. Après, il y a certaines régions, comme le Mustang ou le Dolpo, où il y a une tradition avec des chevaux ou des yaks ou des mules. Donc là, évidemment, on aura des animaux de bas. Mais sur la plupart de ce voyage, on aura des porteurs comme ça se fait habituellement et on changera d'équipe à chaque étape. Et en termes de matériel, donc on dit que la plupart des nuits sont quand même sous tente, la majorité. Est-ce qu'il y a besoin d'un tapis de sol où tout est fourni, ou est-ce que tu recommandes quand même pour ceux qui font plusieurs étapes d'avoir un autogonflant ou quelque chose qui permette un peu plus de confort? Alors, on fournit les tapis, évidemment. Après, pour ceux qui enchaînent, c'est bien s'ils ont un petit carimat gonflant, un petit carimat en plus. Ça peut dépanner certaines journées. Ça peut être une bonne idée aussi. Oui. Une bonne question là aussi de Xavier qui nous demande si on va pouvoir suivre justement cette grande traversée, un peu comme on l'avait fait l'année passée, entre autres, puisqu'on le fait assez régulièrement, mais comme on l'avait fait avec Laurent Boiveau sur le Dolpo, tu sais, avec le petit live et le blog. Donc, bon, ça, on n'en a pas encore rediscuté, mais a priori, je pense que de toute façon, c'est sûr qu'on pourra la suivre, déjà via les réseaux sociaux, et puis oui, ici, globalement, il y aura Alors, il y aura un suivi. Donc, on aura une balise GPS constamment qui nous permettra d'avoir un petit point rouge sur la carte du Népal qu'on va faire en infographie, voilà, et de savoir exactement où l'étape est en temps réel. On aura un téléphone satellite qui nous permettra d'envoyer quelques images et puis d'avoir des comptes rendus téléphoniques qu'on va transcrire. Et parfois, quand Laurent va accompagner certaines étapes, qui seront les étapes les plus ambitieuses. Donc, c'est les étapes où on attend le plus de nouvelles possibles et de suivre l'expédition. Donc là, on aura un suivi comme on a pu le faire déjà, avec des images, des comptes rendus très régulièrement. Et sinon, au minimum, à chaque étape, on aura un compte rendu de l'étape. Donc, il y aura un suivi. Il y aura un suivi de cette grande traversée. C'est une bonne remarque d'ailleurs. On invitera toutes les personnes qui se sont inscrits pour suivre cette webconférence, donc qu'elles l'aient suivi en direct ou en replay ou pas. On vous enverra, on vous mettra les liens à la fois de blog de blog pour que vous puissiez suivre cette. Je pense que ce voyage mérite un blog en lui-même. Oui, c'est sûr, c'est évident qu'il y aura un blog et un blog live. Ça, c'est sûr. On a à peu près fait le tour des questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si toi tu as quelque chose à rajouter. Alors si je voulais rebondir sur ce que disait qui c'est qui disait, c'est Vincent qui disait, est-ce qu'il faudrait du coup tout à l'heure on parlait d'avoir un minimum d'expérience alpiniste, il disait est-ce qu'il faut rafraîchir une expérience vieille de 20 ans. Bon, typiquement, le stage de l'école de l'aventure peut être là juste pour remémorer un peu les bases, quoi. C'est tout. Oui, une piqûre de rappel fait jamais de mal. C'est une petite piqûre de rappel, encadrée en plus par Bernard Muller, qui est juste exceptionnel au niveau pédagogique. Donc je pense qu'effectivement, ça peut être très bien pour rafraîchir cette expérience de 20 ans, quoi. Voilà, je rappelle à tous les participants des étapes de cette grande traversée entière, des étapes et de ceux de l'année prochaine. Vous tous, on vous invite dans 2 jours à faire une petite réunion privée. En fait, on appelle ça une réunion d'information pour les gens qui sont inscrits sur un voyage. Et au lieu de répondre à chacun une question au téléphone, on a pensé qu'il était bien de pouvoir tous se réunir parce que les réponses à vos questions intéressent aussi les autres participants. Donc, dans 2 jours, c'est quand on est quel jour aujourd'hui ça sera mercredi. Vendredi 14 à 18h30. Rendez-vous pour tous les participants pour rentrer un peu dans le dur du sujet avec des questions plus logistiques et matérielles. Ce fameux livre de Laurent Boiveau, là, on a mis le lien, je vous le conseille tous, il vient de sortir aux éditions Clémentine, et ça permet de rêver, ça permet de se rendre compte, de voir quelqu'un qui l'a fait par ses propres moyens, ce qui est encore plus un tour de force. Aujourd'hui, ça serait presque impossible parce que Laurent l'a fait à une époque, c'est pas si loin que ça, mais quand même, le Népal change très vite. Il y a eu le tremblement de terre, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu une constitution, un nouveau gouvernement et des nouvelles lois. Et donc maintenant, on a besoin alors les permis de trek, c'est plus difficile, les guides obligatoires sur certaines étapes, il y a des checkposts.
il est de plus en plus difficile d'aller par soi-même au Népal, surtout sur les itinéraires engagés où, en fait, les Népalais, les autorités veulent qu'on soit encadré pour des raisons de sécurité, parce qu'ils en ont marre de voir des hélicos chercher des personnes, on ne sait pas où ils sont passés. Donc, en fait, le fait d'avoir un permis de trek, un guide obligatoire, ça permet de cadrer. Donc, Laurent l'a fait à une époque où on pouvait faire cette grande traversée, peut-être encore aujourd'hui tout seul, mais à mon avis, c'est de plus en plus difficile. Et je vous conseille le récit de ce voyage pour voir ce qu'il a pu vivre de cette manière. Alors justement, tu parlais de permis. J'ai eu la question que j'avais mis de côté, pardon. Bon, il y a vraiment pas de souci, mais la question était justement en termes de permis. Si jamais on a du retard, est-ce qu'il n'y a pas de souci, notamment dans les vallées Narfou ou dans des coins où c'est un peu compliqué, notamment au niveau de permis? Alors, j'arrête pas de vous dire que c'est difficile, mais vous voyez, on parle de climat, vous vous rendez compte que c'est difficile, on parle de logistique, vous vous rendez compte que c'est difficile avec les porteurs, les équipes, les permis et les autorisations, à commencer par le visa népalais, parce que le visa népalais, c'est 3 mois, donc il faut le renouveler. Donc, à un certain moment, on va récupérer les passeports. On doit actuellement voyager pour certains checkposts avec nos passeports maintenant. C'est des choses qui ont changé. On va récupérer sur certaines étapes où on sait qu'on n'a pas besoin des passeports. On va amener ces passeports à Katmandou pour faire renouveler les visas. Vous voyez, première difficulté. Après, on arrive sur tous les permis de trek. Les permis de trek avec les autorisations de parc, les teams, les choses comme ça. Rien qu'avec tous ces permis, on est à plusieurs milliers d'euros. Donc, j'en profite pour dire un petit mot sur le prix de cette grande traversée. Certains vont peut-être la trouver chère, elle est à 25 000 euros actuellement. Je pense qu'elle va peut-être augmenter, peut-être de plusieurs milliers d'euros, parce que là, on est sur une première et il y a plein d'enjeux qu'on n'a pas pris en compte. Et on va sûrement se rendre compte que les porteurs, les permis, tout ça, finalement, ça avait un coût et qu'on est à côté. Donc, le prix est garanti pour ceux qui s'inscrivent au moment où ils voient le prix affiché, mais il est possible qu'au retour de il est possible qu'en gros, fin décembre ou début janvier 2020, on ait une augmentation parce qu'il y a tellement de choses à prendre en compte qu'on n'est pas en maîtrise totale et ça ne pourra pas diminuer, ça je peux vous le dire. Et si vous prenez toutes les étapes enchaînées, vous verrez que vraiment, c'est pas si cher que ça, quoi. En tout cas, au prorata. Donc j'en étais où? On en était c'est tous ces permis de trek, voilà. Bah, tous ces permis, oui, on est en contact avec les autorités. C'est un boulot à plein temps de notre partenaire au Népal. Et donc du coup, si on prend du retard, on change. Enfin, sur le permis, on peut changer les dates. Hein. On le fait, c'est notre travail, ça fait partie des choses à prendre en compte. Voilà. Bon, je pense qu'on a bien compris que c'était vraiment le voyage d'aventure par excellence. En plus de ça, on est sur une terre qui est vraiment celle du trek, de l'aventure et qui fait rêver beaucoup de monde. Donc, je pense que voilà, c'est quand même un voyage assez ambitieux. Voilà, et puis bon, 2019 confirmé, 2020 confirmé, 2021, je ne peux rien vous promettre parce que peut-être qu'on va être échaudé par la complexité que finalement on n'aura pas forcément envie de continuer de le faire tous les ans. Donc c'est pas gagné, donc c'est pas un acquis, mais on peut vous le garantir sur 2019 et 2020. Voilà, et s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie encore d'avoir été aussi nombreux comme toujours à nous suivre. Donc je vous rappelle quoi? Je vous rappelle la prochaine webconférence, comme on a dit, le 26 juin, hein, attention, donc dans 15 jours, ce sera sur les expés polaires avec Dixieland Circours, avec 2 créneaux, un à 17h30 et un à 18h30, francophone ou anglophone. Vous pouvez déjà vous inscrire via les liens. Donc Thibaut a mis certains liens sur le chat, on vous enverra les liens donc, vers le blog, à tous ceux qui étaient inscrits vers le blog pour suivre cette grande traversée et cette belle aventure humaine également. Et puis, je crois que c'est tout. Alors, il ne le fera pas, mais moi, je le fais pour lui. Je vous parle également, il a parlé du livre de Laurent Boiveau. Il y a également donc, le livre de David sur les plus beaux treks au Népal. Et là, Thibaut, c'est pareil, tu peux mettre le lien qui est sur notre librairie. Il est disponible encore. Et là aussi, il retrace beaucoup de choses. Alors, pas forcément que des textes de toi. Il y a un peu tout le monde, c'est ça, hein? Oui, c'est Jean-Marc Porte, Laurent Boiveau a été reçu. Nanouche, pour ceux qui connaissent. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire intervenir plein de personnes et donc ça donne une petite tonalité différente. Voilà. On vous met le lien et puis voilà. Et puis on vous souhaite une belle soirée. Namasté. Namasté à tout le monde. Namasté. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.